Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. À l'instar des pays du monde entier, notre pays, le Niger, célèbre aujourd'hui, 3 mai 2024, la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, des journalistes nigériens se sont exprimés sur l'état des lieux de la liberté de la presse de notre cher pays, le Niger. On écoute la réaction de quelques-uns des confrères. La liberté de la presse au Niger vraiment est effective. Pourquoi elle est effective? Parce que quand tu exerces ce métier dans les règles de l'art, en respectant vraiment l'éthique et la déontologie, en respectant les 5 WH pour faire le projet, vraiment tu peux exercer ce travail sans avoir à être inquiété. Donc pour moi, peut-être ceux qui ont été pris ou bien ceux qui reçoivent des menaces, peut-être ils ont d'autres agendas cachés ou bien leur point de vue ne cadre pas avec les autorités en place. Donc ce que je pense, vraiment, quand le journaliste respecte l'éthique et la déontologie, c'est que si vraiment il sera à l'aise. Donc pour moi, la liberté de la presse vraiment est là. Moi je suis journaliste professionnel, je n'ai jamais été inquiété. Donc vraiment pour moi, la liberté de la presse est vraiment effective. Il faut tout simplement respecter l'éthique et la déontologie du métier. Et il faut également laisser le journaliste exercer son métier comme il le doit, convenablement. Et pour cela, les autorités également doivent vraiment nous faciliter l'accès à l'information, parce qu'aujourd'hui l'information elle est primordiale. Quand par exemple il y a une information qui circule à Niamey que ça doit impliquer donc les gouvernants, quand il y a un son de clocher que tu n'as pas, l'autre là des fois ça conduit donc à la désinformation. C'est ce qui conduit généralement nos collègues ou nos confrères donc, à tomber donc, dans les pièges. Et également, l'autre aspect, la liberté de la presse, oui, c'est vrai, c'est une question vraiment très importante qu'il faut revoir. Mais d'un autre côté également, il faut revoir les conditions de vie et de travail des journalistes, parce que vous le savez bien que vraiment, excusez-moi de le dire, vraiment, les journalistes nigériens, surtout du secteur privé, souffrent énormément. Je peux dire qu'il y a liberté d'expression et il n'y a pas liberté de presse. Là où il y a la liberté d'expression, c'est que nous, les journalistes, nous vaquons à nos activités en toute quiétude et en toute personnalité. Mais aujourd'hui, on constate que pour diffuser des informations, pour traiter des informations et faire passer des informations à la population, on a d'inquiétudes. Pourquoi? On se dit, quand on dit un mot, on va nous emprisonner. Quand on dit un mot, on va nous envoyer derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, tous les journalistes ont d'inquiétude. On a peur dans le cœur de travailler décemment comme cela se doit. Et je profite de cette occasion pour appeler à qui le droit de faire tout possible, de mettre tout en œuvre pour que la presse nigérienne retrouve sa place initiale, pour que les journalistes travaillent dans la quiétude, dans la symbiose et dans la sérénité totale. Parce qu'un pays sans information est un pays mort. Dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse, le bureau exécutif national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, était en conclave à l'effet de se pencher sur la situation des journalistes nigériens. En marge de cette rencontre, le BEN RJDH a rendu public un communiqué de presse que nous résume ici Nafissatou Yaya. Le Niger commémore ce 3 mai 2024, à l'instar des pays du monde entier, la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année par l'UNESCO vise à mettre en relief l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Tous les ans, la journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de presse, d'évaluer l'état de la liberté de presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de la profession. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, adoptaient la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. L'édition 2024 de la Journée mondiale de la liberté de presse intervient dans un contexte marqué par l'arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP suite à un coup d'État intervenu le 26 juillet 2023.
Lors de ses premières déclarations, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a indiqué que le CNSP honorera tous les engagements régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Niger. Sur ce chapitre, le BNRJDH, conformément à son mandat, mène un monitoring pour suivre l'évolution de la jouissance des droits de l'homme depuis l'arrivée du CNSP aux commandes de notre pays. S'agissant de la situation de la liberté de la presse et du paysage médiatique nigérien, le RJDH déplore les conditions de vie et de travail des professionnels des médias privés. Cette situation constitue une atteinte à la dignité des travailleurs de la presse privée, dont certains accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire selon les organes de presse. Cet état de fait est lié à des facteurs internes et externes qui minent l'environnement médiatique nigérien depuis un certain moment. Cette célébration du 3 mai 2024 intervient dans un contexte de raidissement de la liberté de la presse. En effet, le BNRJDH a appris avec indignation l'arrestation et la détention à la prison civile de Niamey de Soumana Mega, directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur. Notre confrère est poursuivi sous le chef d'accusation d'atteinte à la défense nationale pour un article paru dans son journal. Cette arrestation intervient après celle du journaliste Ousmane Toudou, interpellé par la brigade de recherche de la gendarmerie pour une publication par voie électronique au lendemain du coup d'État. Ces deux arrestations constituent une atteinte à la liberté de la presse. À titre de rappel, pour mieux garantir la liberté de la presse, le Niger a opté pour la dépénalisation des délits commis par voie de presse à travers la loi portant régime de la liberté de la presse. Au sens de cette loi, aucun journaliste ne doit en principe faire l'objet de détention pour les faits commis dans l'exercice de son métier pour ce qui est de la diffamation et de l'injure. C'est aussi cette loi qui doit s'appliquer aux journalistes car sa profession est régie par une loi spéciale, en l'occurrence l'ordonnance numéro 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse. C'est pourquoi le BNRJDH, soucieux et très attaché au respect de la liberté de la presse, quel qu'en soit le contexte, exige du CNSP et du gouvernement de la transition la libération immédiate de nos confrères Soumana Idrissa Maïga et Ousmane Toudou. Invite le CNSP et le gouvernement de transition à donner suite aux engagements pris à l'endroit des promoteurs des organes de presse dans la mise en œuvre de la convention collective signée le 29 novembre 2021. Demande au CNSP de mettre en place l'Observatoire national de la communication pour réguler le secteur, mais aussi de rehausser significativement l'enveloppe destinée au fonds d'aide à la presse et d'accroître les subventions accordées aux médias publics. Invite le gouvernement de transition à adopter le décret d'application de la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Enfin, le Bureau exécutif national du réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH tient à encourager les professionnels des médias publics privés dans la conduite de leur noble et exaltante mission. Les incite surtout à une union sacrée pour défendre les acquis, l'observance et le respect des règles d'éthique et de déontologie qui régissent la profession en vue de préserver la cohésion sociale, la quiétude et l'intérêt général dans cette nouvelle page de l'histoire de notre pays. À l'occasion toujours de cette journée mondiale de la liberté de la presse, retenez que Reporters sans frontières RSF a publié aujourd'hui donc le classement 2024. Le Niger est classé à la 80e place sur 180, alors que le classement 2023, notre pays est classé à la 61e place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La suite de cette édition d'information remise officielle ce matin du marché central de Beningaoré et du lancement de la foire nationale organisée par l'ONG Transform Niger. Ce double événement très mémorable pour les populations de Beningaoré a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Nafis Zakou et Abouakar Soleil.
La présente cérémonie riche en couleurs marque l'inauguration du marché central de la commune urbaine de Birningaouré, réalisé avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, suivi d'une foire nationale organisée par l'ONG Transform Niger à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne. De prime abord, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Birningaouré ainsi que le préfet du département de Boboy ont salué la réalisation faite par le PNUD dans le département de Boboy en général et la réhabilitation du marché de Birningaouré en particulier. S'agissant de la construction du marché de Birningaouré, il faut noter que ce joyau a vu le jour grâce à un financement du PNUD qui a injecté environ 564 millions de dollars, soit 284 281 812 de nos francs CFA en 2 étapes. Ce qui a permis de faire les réalisations suivantes. La construction de 12 hangars, 12 boutiques de 12 mètres carrés, 22 boutiques de 6 mètres carrés, 22 boutiques de 9 mètres carrés, 9 boutiques de 10 mètres carrés, le mur de clôture du marché, un magasin de 144 tonnes, 2 latrines, la pose de 113 mètres linéaires de pavés, une canalisation de 120 mètres, un bloc administratif, 2 quais de déchargement et chargement, et l'électrification du site. Quant à la représentante résidente du PNUD, elle est revenue sur l'importance de ce double événement dans la commune urbaine de Birningaouré. Permettez-moi de partager avec vous quelques exemples de notre soutien en 2023. Le PNUD a soutenu l'accès aux services sociaux de base pour 173 718 personnes. Notamment, plus de 100 000 enfants ont eu accès à l'éducation grâce à la réhabilitation et à la construction d'écoles à Difa et à Maradi. En outre, 62 000 personnes ont eu accès à des soins de santé grâce à l'ouverture régulière de centres de santé à Difa et à Maradi. Dans le domaine de l'énergie, plus de 500 000 personnes, dont 52% de femmes, ont eu accès à une énergie propre grâce à l'installation de 1050 panneaux solaires et près de 100 000 nouveaux emplois ont été créés grâce à la restauration de 2600 hectares de terres récupérées. Cette année, notre objectif est d'atteindre plus d'1 million de personnes avec des capacités de résilience et d'autonomisation économique. Après les danses et chansons de réjouissance ainsi que la remise des clés des camions frigorifiques, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Aménagement du territoire a dans son mot de lancement rendu hommage à la femme nigérienne à l'occasion de cette foire qui vise à renforcer l'autonomisation de la femme. L'organisation de cette foire n'est pas fortuite, comme vous l'imaginez, car le mois de mai est également le mois de la femme nigérienne. La femme nigérienne, j'insiste, la femme nigérienne. Et cela est une belle occasion de célébrer cette femme, je veux dire la femme encore nigérienne, qui le 13 mai 1991 a réclamé haut et fort la place qui est la sienne dans la société nigérienne pour que la femme soit respectée dans son rôle, déjà du point de vue de la participation politique. Au-delà de l'aspect du renforcement de l'autonomisation des femmes, cette foire consacre également l'attachement de notre pays au développement des couches les plus actives, à savoir ici les femmes et les jeunes. Au cours de cette foire qui se tient du 3 au 15 mai 2024, il sera question d'une audience foraine gratuite de délivrance des pièces d'état civil et des formations sur la teinture et autres transformations. La remise des cadeaux offerts par l'ONG Transform Niger au ministre de l'Intérieur et celle de l'Éducation nationale, suivie de la coupure de ruban et la remise des clés du marché, a mis fin à la cérémonie. La présentation de 4 cas de malfaiteurs dans la ville de Niamey. Ces malfrats étaient en train
était donc présenté ce matin face à la presse au niveau de la police judiciaire. Faire le parcours pour ces bandits qui sèment la terreur et la désolation dans la ville de Niamey. En effet, ils sont au total 14 malfrats qui sont présentés à la presse au niveau de la police judiciaire. Ces 5 troubles sont répartis en 4 cas de malfaiteurs. Le premier cas est une personne âgée de 40 ans, auteur de l'assassinat de sa deuxième femme au quartier Saga Gourma dans la nuit du 22 au 23 avril 2024. En effet, après 7 mois de vie conjugale, sa femme avait quitté son foyer suite à une mésentente survenue entre eux. Face à la demande persistante de cette dernière de lui établir son acte de divorce, son meurtrier époux est passé chez ses parents la prendre dans un taxi sous prétexte de se rendre à l'association islamique afin de lui établir l'acte de divorce. C'est ainsi qu'il l'a amené au quartier Saga Gourma où il travaillait sur un chantier, puis l'a étranglé et poignardé avec un couteau avant de l'enterrer dans un ravin non loin de la centrale électrique Gourbanda. Le deuxième cas est une bande composée de 3 individus dont un receleur. Ils sont âgés de 18 à 27 ans et sont spécialisés dans les vols à l'arraché en réunion avec usage de motos et armes blanches. Leur mode opératoire consiste à identifier leurs cibles, le plus souvent les femmes et les adolescents, à qui ils arrachent des téléphones portables, des sacs à main et d'autres biens de valeur. Ils opèrent en binôme au guidon des motos au quartier Lazare, Francophonie, sur le boulevard Tanimoun et au rond-point Police Secours. Lors de leur interpellation, un coucoupe, un couteau, 2 cagoules noires et plusieurs gris-gris et amulettes ont été saisis. Le troisième cas est composé de 6 individus âgés de 16 à 26 ans, dont 4 mineurs. Ils sont spécialisés dans les vols des motos et vols à l'arraché. Leur mode opératoire consiste à cibler une mosquée le jour de vendredi et profiter de la prière pour voler les motos garées à l'aide d'une clé passe-partout. Pendant leur interpellation, un couteau et une moto ont été saisis. Quant au 4e cas, c'est une bande composée de 4 individus âgés de 18 à 27 ans et responsables de l'assassinat commis sur la personne d'un conducteur de taxi dans la nuit du 28 au 29 avril 2024 au quartier Koubia. Leur mode opératoire a consisté à arrêter le taxi vide à 4 pour le louer vers une destination précise. Une fois à bord du taxi, l'un d'entre eux a étranglé le conducteur et un second l'a poignardé avec un couteau avant de s'emparer du taxi et des biens. Après l'avoir sauvagement assassiné, ils ont abandonné son cadavre sur un dépotoir avant de prendre la fuite. Lors de leur interpellation, ils ont été trouvés en possession de 2 couteaux, dont celui ayant servi au crime. En venant apporter son soutien à la police nationale pour cette prouesse, le procureur de la République n'a pas manqué d'attirer l'attention de la population sur la criminalité. En dehors de ces dossiers pour lesquels nous félicitons une fois de plus la police, je voulais profiter de cette occasion pour attirer l'attention sur un genre de criminalité ou des genres de criminalité qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Et parmi ces types de criminalité-là, nous avons les vols commis à bord de taxis. C'est vrai que c'est vieux, mais ça prend de l'ampleur ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gangs qui se mettent dans un taxi avec généralement la complicité du conducteur du taxi. Et donc, au moment où vous arrêtez le taxi, en réalité, tous ceux qui sont dedans, ils sont membres du gang. Donc, quand vous rentrez, il y a 2 choses qu'il peut faire. Une des choses, c'est qu'en cours de route, avant de vous amener à destination, le taximan s'arrête, il dit qu'il ne va plus là-bas. Il vous dépouille de tout ce que vous avez et il vous jette dehors. L'autre formule, la deuxième formule, qui est la plus astucieuse, là aussi le taximan vous dit qu'il ne va plus à cette destination et vous invite à descendre. Mais c'est qu'entre-temps, il bloque la portière de votre côté.
Et par conséquent, vous ne pouvez pas ouvrir et sortir. Et il fallait mettre la main pour ouvrir de dehors. Au moment où vous faites les mouvements pour ouvrir, ceux qui sont à côté de vous profitent pour faire les poches. Et ils sont tellement spécialisés là-dedans que très souvent, c'est après le départ du taxi, quand vous vérifiez pour prendre un autre que vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien sur vous, ils ont tout pris. Ça prend beaucoup de l'ampleur et il faut que les gens en soient conscients. Et il est important, je pense que l'attention a été attirée depuis longtemps. Quand vous prenez un taxi, surtout quand vous êtes seul, il faut prendre les soins d'identifier le taxi et au besoin de communiquer les références à vos parents, on ne sait jamais. Compte tenu de l'âge bas des personnes démantelées dans les différents groupes de malfaiteurs, le procureur invite également les parents à plus de responsabilités tout en invitant la population à collaborer davantage pour mettre fin à la criminalité à Niamey. Félicitations donc aux éléments de la police judiciaire. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNS, le colonel-major Moussa Mega Tchemogou, poursuit sa visite à l'intérieur du pays pour constater de visu le fonctionnement de ce grand service étatique dont il a la charge. Les échos de l'étape de Difa, la capitale du Manga, avec nos confrères de la RTN Difa. Après Zender, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des cadres centraux relevant de son institution était depuis mardi l'hôte des agents de la direction régionale de Difa. Au programme de ce déplacement, une rencontre d'échange et de partage avec l'ensemble du personnel sur les conditions de vie et de travail, suivi de la visite des locaux. Des activités qui ont dans l'ensemble permis au colonel-major Moussa Mamadou Tchemogou Maïga de voir au clair, mais aussi et surtout de relever un certain nombre de points qui méritent une attention encore plus soutenue afin que la Caisse joue véritablement ses missions au niveau de la région de Difa. Nous avons trouvé un personnel motivé qui fait quand même une performance au niveau du recouvrement des cotisations, mais il y a une insuffisance à ce niveau, une insuffisance qu'on a constatée par le manque de certains moyens qui ne permettaient pas surtout de se déplacer. Et puis au niveau du personnel, comme un peu ailleurs, ils sont en sous-effectif. Donc c'est à ça que nous allons nous atteler pour voir dans un immédiat très prochain et pouvoir solutionner ces quelques difficultés. De l'autre côté, nous avons demandé quand même de faire maintenant plus d'efforts pour le recouvrement. Très bientôt, Difa sera doté d'un centre médico-social et ça va permettre à la population de pouvoir bénéficier d'une meilleure couverture sanitaire. Signalons qu'auparavant, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadouma, et au chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kazalma Mohamed Abakari, avec qui il a échangé sur le mobile de cette visite et les perspectives d'avenir de la Caisse au bénéfice de la région de Difa. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Veuillez bien nous excuser pour quelques désagréments techniques. Bon week-end à tous, bonsoir.